Monsieur le modérateur, mesdames, messieurs, bonjour. Merci beaucoup à la SRLF et au comité d'organisation, au comité scientifique pour cette invitation. J'en suis très honoré. Voilà, donc il y aura probablement des redondances, enfin certainement des redondances à ce qui a été dit. C'est une présentation qui se veut assez pragmatique finalement, qui est assez aussi physiologique, parce que vous le savez ou vous le verrez peut-être finalement dans la littérature de la brûlologie ou de la prise en charge du brûlé. L'evidence-based medicine est pas la règle parce que il y a finalement peu de données, c'est des malades qui sont relativement rares et donc les données de physiologie prévalent sur la plupart du temps dans ce contexte-là. Alors le brûlé grave, alors je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà fait face ou en prendre en charge régulièrement, mais on a un petit peu le sentiment d'être des Danaïdes quand on est réanimateur qui prennent en charge un brûlé grave. Alors, les Danaïdes, je ne sais pas si vous connaissez, dans la mythologie grecque, hein, c'est les filles de Danaos qui avaient été condamnées à l'enfer, en enfer, à verser de l'eau dans un puits, dans un tonneau sans fond, après avoir épousé et tué leur cousin. Et donc, le brûlé grave, c'est un petit peu le sentiment qu'on peut avoir, en tout cas pour les patients les plus graves, c'est de remplir un malade qui fuit, qui se vide en permanence avec des débits et des volumes de remplissage parfois assez impressionnants. Et donc, un petit mot sur le pronostic quand même des brûlés graves. Alors ça c'est un papier qui commence à être ancien déjà, mais même si, comme je vous l'ai dit, le niveau de preuve et l'evidence-based medicine dans cette partie de la réanimation est assez faible, on constate quand même une amélioration du pronostic et une diminution de la mortalité chez ces patients-là au fil des décennies, du fait de l'amélioration du pronostic et des techniques de réanimation, mais aussi de chirurgie, et il faut bien le dire, en grande partie aussi des techniques de réanimation, de réanimation polyvalentes qui ont été transposées au contexte du brûlé et puis aussi à d'autres par contre techniques qui sont très spécifiques à la prise en charge du brûlé. Alors, un exemple de brûlé, voilà, un brûlé grave. À combien estimeriez-vous la surface cutanée brûlée de ce patient? À peu près. Alors, le dos. Voilà. Alors déjà, en effet, le brûlé, c'est impressionnant. On n'a pas forcément l'habitude. On ne va pas dire que c'est de la sémiologie très fine, mais il y a un minimum d'examen clinique à faire. Un minimum d'examen clinique pour évaluer la surface cutanée brûlée, pour chercher les traumas associés. Ça, on ne va pas s'étendre beaucoup là-dessus. Mais là, dans le dos, vous voyez clairement un brûlé qui est brûlé sur l'ensemble du dos très profondément. Et donc, une brûlure aux alentours de 45% de brûlure profonde. Donc, ce malade-là, sa prise en charge hémodynamique, je vous l'ai dit tout à l'heure, globalement, c'est avant tout le remplissage initialement, et le remplissage que je vais titrer et je vais développer un petit peu plus. Alors, le soluté qu'on utilise, et ça de manière très large et quasi consensuelle, pour l'instant, c'est encore le ringerlactate, pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que physiologiquement, la brûlure entraîne des départitions hypotoniques de soluté. C'est-à-dire que les brûlés ont tendance à être spontanément hyperosmolaires, donc donner des cristalloïdes qui sont discrètement hyperosmolaires, majorent cette hyperosmolarité. Et deux, vous avez bien vu qu'il y avait en tout cas vous l'imaginez, des débits de perfusion très importants. Et donc, si on administre des solutés qui sont très déséquilibrées, notamment en termes de concentration en chlore, on peut se retrouver avec des concentrations plasmatiques en chlore très élevées. Donc, le ringerlactate, en tout cas en France, reste le soluté équilibré, disponible et le plus usité. Ça peut être du ringeracétate dans certains autres pays. Des solutés équilibrés arrivent sur le marché, pour l'instant qui sont utilisés, qui ont été utilisés, mais qui restent en deuxième ligne par rapport au ringerlactate, sans qu'il y ait des bénéfices évidents prouvés à leur utilisation par rapport au ringerlactate. Alors le brûlé, l'histoire naturelle de son évolution hémodynamique, c'est celle-là. Au début, c'est une caricature du choc hypovolémique du patient déshydraté avec, alors donc là c'est un modèle de chien, mais il y a des données et les données humaines sont tout à fait superposables avec initialement une chute très importante dans les premières heures du débit cardiaque, de l'index cardiaque, avec une augmentation très importante des résistances vasculaires systémiques et pulmonaires. Et dans un deuxième temps, spontanément,
une réaugmentation du débit cardiaque et une baisse des résistances vasculaires systémiques, qui sera bien sûr, bien entendu, beaucoup plus importante dans l'augmentation du débit cardiaque et la baisse des résistances vasculaires systémiques que le patient est réanimé et réhydraté et rempli. Et donc voilà, sur un intervalle de 48 heures, le patient va passer d'une phase très profondément hypovolémique à une phase hyperkinétique sous réserve d'un remplissage vasculaire, à une phase hyperkinétique avec une augmentation du débit cardiaque et une baisse des résistances vasculaires systémiques. Et là, vous voyez que le niveau de référence est 100% du débit cardiaque et ici 100% le 1, la valeur de référence de départ de résistance vasculaire systémique. Alors, le remplissage vasculaire, on sait tous pourquoi c'est fait. Sous réserve que le patient a une fonction cardiaque normale, le débit cardiaque est déterminé par le retour veineux. Donc le débit cardiaque égale le retour veineux, et c'est le gradient entre la pression veineuse dans les veines systémiques et la pression veineuse dans l'oreille droite qui va être le moteur de ce retour veineux et donc le moteur du débit cardiaque. Et donc, de manière assez naturelle, on remplit les veines périphériques pour augmenter la pression dans ces veines périphériques, donc le volume contraint, qui va générer donc ce gradient de pression avec l'oreille droite et générer l'augmentation du retour veineux. Alors combien remplir les brûlés graves? Alors vous connaissez et vous avez déjà entendu parler de la formule de Parkland, très usitée, très ancienne aussi, qui a été décrite il y a plus de 40 ans, donc avec un exemple, donc vous voyez 4 ml/kg par surface cutanée brûlée de cristalloïdes, 50% dans les 8 premières heures et 50% dans les 16 heures suivantes. Alors l'exemple du malade de tout à l'heure, vous voyez, il y a une petite erreur, là c'est 4 fois 80 fois 45, ce qui fait à peu près 14 litres 400 dans les 24 premières heures. Donc vous vous rendez compte, c'est des volumes de perfusion qui sont énormes, et encore 45%. Voilà, c'est pas les plus grands de nos brûlés, car on a des brûlés qui sont beaucoup plus importants que ça. Donc vous voyez que la problématique du remplissage et du volume d'administration des cristalloïdes chez le brûlé est réelle, parce qu'il suffit d'augmenter un tout petit peu ou de diminuer un tout petit peu cette prédiction de remplissage pour avoir de gros volumes. On peut vite avoir des gros écarts de 5, 6, 7 litres, voire plus de cristalloïdes pendant les 24 premières heures. Alors le problème de cette formule, globalement, c'est qu'elle est très grossière. C'est comme si je vous disais, voilà, un choc septique, il faut le remplir de 30 000 kg par heure. Vous savez tous qu'un choc septique, il y a un certain 30 000 kg par heure, on va être à peu près bien. Parfois, 15, ça suffit, et parfois, il en faudra beaucoup plus. Et donc c'est une indication extrêmement grossière en attendant de faire mieux. Et d'autant plus que ces formules-là en sont dans l'observation de la réalité et la réalité de gens qui prennent en charge les brûlés, donc quand même on va dire qu'on va considérer qu'ils ont une habitude dans la prise en charge de ces malades-là. On est souvent très loin de ces prédictions, avec finalement très peu de patients qui sont dans la prédiction des formules de Parkland. Le reproche qui est fait à la stratégie initiale de prise actuelle de prise en charge des brûlés, c'est d'être plutôt justement peut-être un petit peu trop libéral, c'est-à-dire parmi ces 87% de patients qui ne sont pas dans dans l'estimation, la prédiction du volume de remplissage. La grande majorité des cas ont en fait reçu beaucoup plus de cristalloïdes que ne le prédisait la formule de Parkland. Il y a probablement plusieurs raisons, on ne peut pas détailler complètement ce point-là, mais une des raisons potentielles, c'est l'évolution des traitements et puis aussi le fait que dans les formules initiales, des colloïdes étaient utilisés. Alors l'équilibre volémique, vous êtes réanimateur pour la plupart d'entre vous, c'est une préoccupation. On sait très bien que l'hypoperfusion et l'hypovolémie trop profonde peut être délétère, avec diminution du transport en oxygène, avec le risque de défaillance d'organes et de majoration de l'inflammation tissulaire. Et de plus en plus, dans la littérature, des arguments c'est-à-dire que l'hypervolémie ou des balances hydrosodées trop importantes sont associées à des effets indésirables aussi, avec une altération de la diffusion de l'oxygène par augmentation de l'espace entre les capillaires, un effet d'émodilution, l'œdème tissulaire avec donc les conséquences sur la mécanique respiratoire, la fonction myocardique, les syndromes compartimentaux abdominaux, et avec une conséquence possible sur les défaillances d'organes. Et le brûlé est particulièrement
à risque d'effets indésirables liés à l'hypervolémie, et il est particulièrement à risque d'augmenter, d'avoir des balances hydrosodées très importantes et d'avoir un passage interstitiel des cristalloïdes que vous passez pour toutes les raisons, pour la raison de l'altération ou de la modification de tous les paramètres qui régissent les passages transcapillaires des liquides selon la formule ou le modèle de Starling, avec à la fois très rapidement une baisse de la pression oncotique plasmatique, parce qu'il y a une fuite oncotique par les brûlures de ces patients-là, donc qui va diminuer la rétention des liquides par les protéines plasmatiques. L'augmentation de la pression capillaire, la pression hydrostatique capillaire, du fait du remplissage, du fait de la vasoconstriction liée, tout à l'heure vous avez vu, à la brûlure. Et enfin, une augmentation très importante de la perméabilité capillaire, donc un coefficient de perméabilité là qui s'effondre, et donc les liquides, les protéines et tout ce qui va avec passent très facilement dans le secteur interstitiel. Et donc le risque, c'est ça chez nos malades, et ça finalement c'est peut-être pas le plus problématique, hein, et le plus problématique c'est probablement tous les autres organes, parce que celui-là finalement on peut encore s'en sortir, mais une fois qu'il y a un syndrome compartimental qui s'est installé abdominal par exemple, là c'est très très compliqué de faire machine arrière. Alors voilà un exemple, un Doppler, 2,6 litres d'index cardiaque, qui remplit ce malade-là? Qui remplit? Alors qui ne remplit pas? Qui ne fait, tout le monde ne fait rien? Il va falloir remplir ou pas remplir? Bon, et ben vous avez bien fait de pas remplir, parce que ça c'était moi. C'était moi, vous avez vu, position assise, j'avais bu un petit peu avant, voilà, donc plutôt calme, pas particulièrement déshydraté, et donc Doppler transœsophagien, et voilà, j'ai mesuré mon index cardiaque à 2,6, et je vous assure que je n'étais pas en état de choc et pas en défaillance multiviscérale. Donc globalement, il ne faut pas s'inquiéter, en tout cas chercher à tout prix à augmenter plus qu'il n'en faut l'index cardiaque chez ces malades-là, parce que on peut tolérer des index cardiaques relativement bas, sous réserve bien sûr qu'il n'y ait pas de défaillance d'organes autres qui s'installent, et toute augmentation de l'index cardiaque liée à l'augmentation des débits de perfusion s'accompagnera forcément d'une augmentation de la pression hydrostatique et d'une augmentation de la genèse des œdèmes périphériques chez ces malades-là. Et tout comme, alors j'aime beaucoup, je cite très souvent cet article-là, un article du BMJ, vous savez, le numéro qui paraît à Noël chaque année, en 2010, où ils ont regardé la diurèse des réanimateurs, des internes de réanimation, ils s'étaient aperçus que une bonne partie des internes de réanimation, après une bonne journée de travail dans le service, avaient les définitions des inhibitions d'insuffisance rénale aiguë basées sur l'oligurie, et donc une grande partie d'entre eux doivent être considérés comme ayant une insuffisance rénale aiguë. La diurèse est adaptative chez le réanimateur qui bosse la journée, et l'antinaturèse est adaptative aussi chez les brûlés graves. Il ne faut pas essayer d'avoir des diurèses trop importantes. Et maintenant, il y a quand même un consensus qui s'applique au respect d'une oligurie modérée chez ces malades-là pour éviter justement le surremplissage. Et globalement, une diurèse de 0,5 ml par heure, 0,5 ml par heure, c'est pas grand-chose, hein, chez un patient de 35-40 ml par heure chez un brûlé grave, ça suffit. Un index cardiaque de 2,5, ça suffit. Une pression artérielle moyenne de 65, ça suffit. Une PVC basse, bien sûr. Et par contre, quand même s'assurer de l'absence de développement de défaillance d'organes, l'absence d'élévation de la créatinine plasmatique, de défaillance hépatique ou d'une cinétique des lactates à la baisse, bien sûr. Mais en tout cas, avoir une approche restrictive dans la gestion de la balance hydrosodée chez ces malades-là. Et c'est faisable. Beaucoup d'équipes maintenant le font. Il y a eu probablement avec le développement des outils de monitoring hémodynamique une tendance à surremplir les malades. Maintenant, une tendance inverse avec un balancier qui revient un petit peu en arrière. Il y a peu d'études, quand même, il faut bien être honnête. Il y a peu d'études, et ça, c'est l'étude un petit peu qui
mis en avant cette problématique-là, de la capacité, en tout cas de leur relative innocuité à avoir une stratégie restrictive. Et les auteurs, c'est une étude avec une méthodologie qui peut être très largement critiquable, globalement avec un protocole avant-après, qui observait en étant restrictif, notamment dans les toutes premières heures de la prise en charge, en étant restrictif sur le remplissage, une restriction modérée et alertée, et ben globalement, la cohorte qui avait reçu cette thérapeutique n'était pas plus grave, voire avait des scores de défaillance moins importants, avait moins de défaillance d'organes que ceux qui avaient reçu une stratégie plus libérale, ce qui n'est pas très étonnant. Alors très rapidement, l'albumine, je vais en dire un mot, mais pas grand-chose, parce que finalement, alors ça c'est quand même beaucoup une guerre de clochers. Pourquoi? Parce qu'il y a très très peu de données, en tout cas il y a très très peu de données de bonne qualité. Chez les brûlés, il n'y a pas de données, on peut dire de bonne qualité de méthodologique, hormis des données physiologiques. On sait que les brûlés perdent de l'albumine par la brûlure. On sait qu'il y a un passage interstitiel, c'est indéniable. Il y a des études très contradictoires quant au pronostic associé, parce que c'était des études de cohorte, souvent rétrospectives, et donc quand même globalement les malades les plus graves avaient reçu de l'albumine. Des études comme celle-ci qui suggèrent que les patients qui ont reçu avec des protocoles, encore une fois, avant, après l'administration de l'albumine, ne changent rien au pronostic. Les malades ne vont pas moins bien, mais ne vont pas mieux. Mais quand on regarde, on se rend compte aussi que globalement, ici, c'était des malades, vous voyez, avec une surface cutanée moyenne brûlée à 30%, qui sont globalement des malades qui ne posent pas beaucoup de problèmes hémodynamiques. Ce n'est pas ceux-là qui posent des problèmes hémodynamiques, c'est plutôt les plus de 50% qui posent franchement des problèmes hémodynamiques. Et donc, alors nous, je vous rapporte l'expérience de notre centre et ce qu'on fait dans notre centre. Et ben nous, dans notre centre, on a une approche qui est très proche de celle de l'équipe italienne qui a publié l'étude Albios. C'est-à-dire que on administre de l'albumine chez nos brûlés les plus graves, c'est-à-dire les plus de 40%, pour maintenir une albuminémie entre 25 et 30 grammes. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet clairement, et ça on l'observe, c'est décrit dans la littérature, quand même d'épargne volémique, d'épargne de cristalloïdes. Et c'est vrai que passer 14 litres versus 20 litres à un brûlé grave, et ben clairement on voit une différence en termes de défaillance d'organes, mais sans que je puisse vous donner plus d'informations quant au pronostic associé. Alors la noradrénaline. La noradrénaline, est-ce qu'on donne de la noradrénaline à un brûlé grave, ce qui peut paraître antinomique de vous donner de la noradrénaline à un patient qui est sévèrement déshydraté et vasoconstricté. Vous savez que dans le choc hémorragique, on donne de la noradrénaline quand même de plus en plus rapidement. Et c'est vrai qu'il y a une tendance aussi chez les brûlés à donner de la noradrénaline, en tout cas par certaines équipes. Très très peu, on va dire même pas de données dans la littérature. Quel est le substratum physiologique? La noradrénaline en cas d'installation, en cas d'installation en cas de prise en charge du brûlé. Alors le brûlé, je vous l'ai dit, au début c'est un malade qui est déshydraté, très sévèrement hypovolémique, mais c'est aussi un malade inflammatoire, en tout cas qui va le devenir assez vite. Et vous avez vu l'évolution du profil hémodynamique des 48 premières heures, et un malade qui va installer une vasoplégie, qui va installer une un débit cardiaque élevé, et qui va persister pendant des jours, des semaines, voire des mois. Ça, c'est une étude qui est très impressionnante, une étude publiée dans le Lancet en 2012. Alors, c'est des enfants, c'est très particulier. Enfin, en tout cas, ces enfants, c'est particulier. Mais quand même, là, vous voyez, c'est en jour post-brûlure, 60 jours post-brûlure. Et ici, c'est le dosage de marqueurs de l'inflammation. Vous voyez, ici, par exemple, le TNF-alpha. Alors, j'ai des experts du sepsis comme modérateurs, et ils me contrediront peut-être, mais en tout cas, vous voyez que, par exemple, le TNF-alpha, chez les brûlés les plus graves, reste élevé jusqu'à 60 jours après la brûlure. Vous savez que le TNF, vous ne savez pas peut-être, j'en sais rien, que le TNF-alpha a une demi-vie qui est courte, qui est très courte. Souvent, quand on le dose, on arrive dans le sepsis qui est vite réanimé, on arrive souvent après la bataille et le TNF-alpha est déjà diminué. C'est une demi-vie de quelques heures. Et donc, pour ce qui reste, pour le témoin le TNF-alpha là, est témoin d'une inflammation systémique qui persiste comme une maladie inflammatoire systémique aiguë initialement, puis qui se chronicise comme une maladie de Crohn, par exemple, une rectocolique hémorragique. Ce sont des malades inflammatoires et qui restent inflammatoires. Et donc, ils sont vasoplégiques au bout d'un moment. Parfois, la sédation qui rajoute une part de vasoplégie au syndrome inflammatoire systémique. Et donc, il ne semblerait pas illogique de compenser cette vasoplégie par des vasoconstricteurs qui diminueront la compliance veineuse
diminueront le volume de liquide non contraint et augmenteront le volume contraint et donc le gradient de pression entre le système veineux et la pression auriculaire droite avec pour résultante une augmentation du débit cardiaque. Alors le problème, c'est que la noradrénaline, c'est un vasoconstricteur, donc ça vasoconstricte les veines, et ça vasoconstricte aussi les veines un peu plus grosses, et une des résultantes, c'est aussi la vasoconstriction des grosses veines, donc qui sont entre les grosses veines, entre les veines systémiques, périphériques et l'oreille droite, et donc qui augmente la résistance aussi à l'écoulement veineux. Et donc l'effet attendu n'est pas qu'un effet de remplissage, n'est pas qu'un effet de la précharge, et il y aura aussi une diminution de cette pente de retour veineux liée à l'augmentation de la résistance, qui fait que le débit cardiaque n'augmentera pas autant que ne laisserait espérer la mobilisation du volume contraint. Alors, ça, il y a des études, je vais passer rapidement là-dessus, il y a des études qui l'ont montré dans le choc septique, et ça c'est l'équipe du Kremlin-Bicêtre, une très très belle étude physiologique, je trouve, avec des évaluations de la pression systémique moyenne qui monte sous noradrénaline, donc qui prouve le recrutement de sang du système veineux périphérique qui est mobilisé vers le cœur. Mais, attention, bien sûr, cet effet physiologique attendu ne se produira, bien sûr, que s'il y a une mobilisation possible de liquide, de sang, dans les veines périphériques. Et pour qu'il y ait une mobilisation possible dans les veines périphériques, bien sûr, il faut quoi? Eh bien, il faut que la compliance soit globalement augmentée, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à vasoconstricter un territoire qui est déjà vasoconstricté, ou que le volume contraint mobilisable est suffisant, c'est-à-dire que le malade ne soit quand même pas trop hypovolémique. Dans le cas contraire, un malade trop hypovolémique ou qui est déjà vasoconstricté du fait de la brûlure, eh ben, vous aurez l'effet inverse, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir d'augmentation de la pression systémique moyenne, une augmentation des résistances avec une diminution du débit cardiaque, voire, si vous augmentez trop la post-charge, une diminution de la fonction cardiaque avec une diminution encore plus prononcée du débit cardiaque. Tout ça pour dire que la noradrénaline, ce n'est pas illogique du tout, bien au contraire d'en faire chez le brûlé, qui est sédaté et qui s'installe dans la phase inflammatoire. Mais il faut faire attention de ne pas la mettre trop tôt probablement, en tout cas sur ces données physiologiques, et qu'un bon moyen de safety ou de sécurité ou d'adaptation des objectifs aux besoins, c'est quand même de monitorer et de mesurer le débit cardiaque chez ces malades-là à qui on introduit les catécholamines. Très rapidement, un petit point. La couverture de la brûlure, c'est important parce que les brûlures, les brûlés exsudent beaucoup par la brûlure et donc le fait de les couvrir diminue de manière notable quand même les exsudations par les brûlures. Donc le pansement fait partie des moyens associés pour stabiliser sur le plan hémodynamique un brûlé grave. Ça a aussi un effet antalgique, c'est un effet protecteur des pertes caloriques et un effet de protecteur des contaminations bactériennes et fongiques possibles. Et donc il faut y penser, en tout cas il ne faut pas laisser découvert trop longtemps. Et puis, gardez en tête que le choc hypovolémique et la réanimation initiale des brûlés, eh ben, elle doit s'inscrire dans une réanimation qui va être longue, qui va être prolongée, avec un CIRS qui s'installe, des défaillances multiviscérales parfois, des chirurgies répétées avec des agressions chirurgicales, des saignements et des syndromes inflammatoires entretenus par le traitement chirurgical qui est nécessaire mais agressif. Des sepsis très réguliers chez des malades qui sont, et ça on le sait, c'est documenté, qui sont profondément immunodéprimés, avec des infections bactériennes, des réactivations virales ou des infections fongiques, des complications thrombotiques, et enfin un circuit vers la cicatrisation et la réhabilitation qui comprendra forcément une prise en charge multimodale et multidisciplinaire de ces brûlés-là, et qui nécessite forcément le transfert rapide dans un centre spécialisé. Et je rebondis là-dessus. Tout à l'heure, j'entendais pour les diagnostics, par exemple, de profondeur ou de surface. Nous, on le fait tous les jours. Il ne faut pas hésiter, avec les smartphones maintenant, des photos. Et on demande très facilement les photos avec smartphone de nous envoyer par email des photos. Et ce qui peut quand même, c'est pas évident, c'est pas facile. Et on a encore des exemples même de gens expérimentés qui se trompent dans l'estimation de la surface cutanée brûlée. Il ne faut pas hésiter à demander rapidement un avis spécialisé et de se faire aider par un équivalent de télémédecine via l'utilisation de vos beaux iPhone 6.